Nous démarrons avec un léger retard. Bonjour, mes lève-tôt, toutes nos excuses. Une nouvelle journée s'ouvre à nous avec son lot de challenges. Restez surtout focus, ne lâchez rien. Quoi qu'il advienne, vous le savez, la vie, c'est un éternel recommencement. Et seule l'acceptation de la défaite est la fin de tout temps. Et si longtemps que l'on sait recommencer, rien ne sera jamais totalement perdu. Alors, à vous de voir, êtes-vous de la famille des losers ou des winners? Ce qui est sûr, nous par ici, on sait de quelle famille nous faisons partie. Christelle Tongodo, nous sommes de quelle famille déjà? Absolument, nous sommes de la famille des winners. Exactement, nous sommes des winners par ici, à l'image du réalisateur Émile Rouenaillon, du preneur du son du jour Arnaud Tosset, de l'infographe Marcel Zohon, du maintenancier Herman Akosinou et bien entendu du cadreur Rodrigue Blondoumet. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, dans l'arène des winners? Aujourd'hui, toute l'actualité de la culture et de l'événementiel, spectacle, cinéma, expo, art, musique, littérature. On parle notamment de cette grosse mobilisation au profit des enfants de Haïti. C'est une œuvre contre la faim de ces milliers d'enfants qui vivent dans une détresse inimaginable, aujourd'hui victimes de la violence des forces armées en Haïti. Nous évoquerons aussi cette participation majeure du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025. C'est un événement mondial majeur qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025. Et on parlera aussi de la journée mondiale de la tuberculose. Les manifestations officielles sont prévues pour le 24 mars prochain. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Pour cela, il faut s'engager, investir et agir. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Vendredi culture de ce jour, chers amis téléspectateurs, reçoit pour vous deux artistes. Yeweyeton, cet artiste brut du rap, vient de sortir son premier album solo, finaliste du prix Découverte RFI 2025. Il marque avec cet album un tournant décisif de sa carrière. Il sera avec nous ce matin. Lui aussi sera des nôtres. Autrefois à cheval entre la musique urbaine et le gospel, Aimé Isaac fait désormais un revirement radical en optant pour le gospel uniquement. Avec lui, on parlera ce matin de sa nouvelle sortie. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le rendez-vous du débat sur le forum de discussion. Aujourd'hui, on s'interroge, doit-on divorcer d'un époux ou d'une épouse stérile? Avec mes invités, nous tenterons de répondre à cette question. Veuillez y prendre part à travers nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Allez, c'est parti pour le bulletin d'information. Et c'est avec Christelle Ediacha Tongodo. Le bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bulletin d'information. Ce jeudi 20 mars, c'était la journée du bonheur et selon l'Institut de sondage Ipsos dans le monde, 71% des personnes se déclarent heureuses dans les rues de Cotonou. Combien sont-elles? Une chose est sûre, le sens du mot bonheur varie d'une personne à une autre. Voici les avis recueillis par Ariana Silva. Le bonheur, c'est une notion assez subjective, c'est-à-dire propre à chaque personne. Chaque personne a sa propre perception, sa manière de voir le bonheur. Le bonheur, ça va au-delà d'avoir un compte en banque, de manger ce que je veux, d'aller où je veux. Ça va au-delà de tout ça. C'est quand j'arrive à concilier mon monde intérieur et mon monde extérieur. Quand j'ai une certaine paix intérieure, j'ai une tranquillité d'esprit, quand psychologiquement je vais bien, quand mon entourage proche va bien. Bien vivre avec sa petite famille chez soi, de rester en contact direct avec ses amis. Pour moi, le bonheur, c'est être en adéquation avec l'environnement dans lequel on vit, d'avoir aussi le minimum qu'il faut. Pour moi, le bonheur, c'est tout ce que l'on vit, tout ce qui est autour de soi et qui permet à l'homme d'être heureux. C'est tout ce que nous faisons qui nous met à l'aise. Ce que me procure du bonheur, c'est tout ce que je fais avec plaisir, avec réjouissance, avec la joie.
tout ce qui me permet d'oublier les soucis, d'oublier les préoccupations de la vie, les mélos. Le bonheur pour moi, c'est l'art de bien vivre. Le bonheur pour moi, ça se localise dans la reconnaissance de soi et l'amour envers les autres. C'est émotionnel et ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Le bonheur, c'est quelque chose qui se vit, ça se ressent. Le bonheur, c'est un mystère au fait. Et d'une célébration à une autre, on parle de la francophonie. À présent, de nombreuses manifestations culturelles sont prévues dans les pays où l'on parle français. Voyons ce film projeté justement au Bénin à l'Institut français de Cotonou. Plus précisément, son titre, Les divorcés de Casablanca, sorti il y a à peine 18 mois. Et c'est une œuvre du réalisateur marocain Bensouda. Il appelle à l'amélioration de la condition de la femme africaine, en l'occurrence la femme marocaine. Karamat Agbataou, Benjamin Denaï. C'est la première fois que tu as compris? C'est le récit de 5 braves femmes du royaume du Maroc. Pas n'importe lesquelles dans une société inégalitaire. Elles, ce sont bien les femmes divorcées de Casablanca. Au-delà d'une fiction dramatique, le réalisateur renvoie les cinéphiles à la triste réalité du statut de la femme dans nos sociétés. Celui qui veut travailler vraiment sa société, il ne doit pas regarder loin. C'est un style de cinéma qui est proche du cinéma italien qu'on appelle le néoréalisme italien. Le néoréalisme italien, il aborde le sujet social dans un décor naturel et avec des acteurs presque non professionnels. Et ça, c'est important de mélanger en fait la vérité, la sémiologie de l'image esthétique avec les besoins de la société. Les divorcés de Casablanca, sorti seulement en novembre 2023, a déjà fait près de 400 000 spectateurs. Ce film a été projeté durant 16 semaines au Maroc. C'est la première projection en salle ici au Bénin, avec un public déjà conquis. Je viens souvent assister aux présentations des films de la francophonie marocains. Et je pense que c'est le meilleur film pour moi, parce qu'il parlait de nos réalités, qui sont marocaines, mais je dirais pour le monde entier. Africaines en particulier, parce que je suis africaine. Et c'était vraiment très intéressant et j'espère vraiment qu'après ces films-là, qu'il y en aura plus et que ça va changer réellement. Parce que c'est un fléau de voir qu'une femme doit toujours se battre pour tout. Le film coïncide bien avec les débats actuels en cours au Maroc. Il a fait bouger les lignes. Il y a des avancées extrêmement importantes comme celle dans laquelle tout le monde est d'accord. C'est en ce qui concerne la femme divorcée qui a des enfants et quand elle se marie, elle perd la garde de ses enfants. Ce point-là, toute la société civile, les théologiens se sont mis d'accord pour que ce verrou saute. On a traité aujourd'hui ce problème de divorce. On avait déjà traité le problème en fait du harcèlement sexuel, moral que subit la femme dans mon précédent film, qui est derrière les portes fermées et qui était derrière en fait la création d'une nouvelle loi contre le harcèlement. Le réalisateur s'inscrit dans la continuité. Son prochain film, a-t-il fait savoir, portera sur la question de l'héritage, un autre succès sans doute à venir. Et ceci est une bonne nouvelle pour les agriculteurs béninois, précisément les cotonculteurs, les riziculteurs et les éleveurs. Les dommages causés par les changements climatiques dans le rendement agricole vont désormais être réparés grâce à un nouveau produit dénommé Assurance agricole. Des producteurs et éleveurs de bétail sont de plus en plus sensibilisés sur cette opportunité bien soulageante. De quoi retourne concrètement ce produit? Réponse avec Bruno Soali et Jean Nombimet. L'assurance agricole, une des dernières réformes du gouvernement Talon pour pousser encore plus loin les producteurs de riz, de coton et les éleveurs de bétail. Ces derniers n'ont plus rien à craindre des risques liés au changement climatique et leurs impacts sur le rendement saisonnier. L'assurance agricole a tout prévu. Et le modèle que nous expérimentons, c'est un modèle basé sur le rendement, qui est totalement différent de l'assurance agricole à indice pluviométrique. Donc c'est une assurance agricole à indice de rendement
Il faut préciser que l'État s'est engagé de façon très substantielle, très majoritaire. L'État à lui seul apporte une contribution de plus d'1,522 milliard de francs CFA. Dans le fond, cette assurance agricole est presque une prise en charge totale. Les chiffres proposés par le gouvernement béninois et ses partenaires sont très généreux et avantageux pour les bénéficiaires. La contribution de ces partenaires-là, au total, fait 10 920 francs, comme 80%, pour couvrir 1,5 hectare de riz. Et finalement, le producteur agricole ne contribue que pour un montant de 2 730 francs CFA. Pour le producteur de coton, sur 2 hectares emblavés, le montant nécessaire pour payer la prime d'assurance est de 27 540 francs CFA. La contribution des partenaires en tant que subvention fait un montant de 22 032 francs CFA, de sorte que finalement, le producteur, le cotonculteur ne paie que 5 508 francs CFA. Pour l'éleveur de bétail, il faut débourser 23 490 francs CFA pour payer la prime d'assurance. Et donc la contribution de l'État et des partenaires techniques et financiers, disons les 80%, fait 18 792 francs CFA, de sorte que l'éleveur ne paye que 4 698 francs CFA. L'assurance agricole, les producteurs et éleveurs en parleront encore longtemps. Jamais ils n'ont été aussi portés par un projet qui leur garantit de ne jamais sortir perdant. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Les éleveurs en général ne connaissent pas l'assurance, mais c'est des réalités que le gouvernement a vues et qu'il est en train de nous proposer et qui va droit au cœur. Une nouvelle à applaudir parce que d'entrée de jeu, nous devons quand même saluer l'initiative qui a vraiment été prise. En principe, normalement, nous allons dire que le gouvernement a tout pris en charge parce que 20%, ce n'est pas trop contraignant. Le projet Assurance agricole n'est qu'à sa phase pilote. Les 100 000 producteurs privilégiés pour être couverts à cette étape vont expérimenter la chance inouïe que leur offre le gouvernement de continuer par produire en toute sécurité. Le plus grand hub financier en Afrique de l'Ouest s'invite au Bénin. Cotonou va bientôt abriter la 4e édition du FONI. Le FONI, c'est le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. Eh bien, c'est la grosse annonce du dernier numéro du Club de l'économiste face aux hommes des médias. L'organisateur de cet événement a fait un tour d'horizon des sujets qui dominent l'actualité économique au Bénin. Le détail, c'est avec Victorine Bondé et Renoir Kakbo. Je suis aujourd'hui à Cotonou. Pour ce énième numéro du Club de l'économiste, Blaise Arwanchede a dévoilé sa vision au détour d'un échange à bâton rompu. Quand je vois aujourd'hui comment on a une démocratisation de l'usage des paiements dans notre zone. Le financement du secteur privé, la promotion du digital ou encore les nouvelles monnaies, aucun de ces sujets n'a été occulté au cours des discussions. La crypto-monnaie est une forme de monnaie et qui, moi personnellement, je pense qu'on n'arrête jamais l'innovation. Personne ne peut arrêter l'innovation. On peut encadrer et voir pour que ça puisse se faire dans les règles. Dans le feu roulant des questions des hommes des médias, le grand invité du Club de l'économiste a passé en revue certains sujets qui font l'actualité dans le monde économique. Le CFA, c'est une bonne monnaie. Je vous le dis. Après, il faut laisser les questions philosophiques. La valeur d'une monnaie réside à la solidité de nos économies, à la rigueur budgétaire. Vous pouvez l'appeler Toto, si vous voulez. C'est pas ça le plus important, mais c'est comment vous gérez. Fort d'une riche expérience internationale, Blaise Arwanchede a saisi l'occasion de cette rencontre pour annoncer la tenue à Cotonou de la 4e édition du FONI, le Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation. Le FONI va se dérouler à Cotonou les 22 et 23 mai 2025. Un projet très important, un événement capital qui va réunir entre 500 et 1000 personnes. Donc, nous ciblons les banques, les assureurs, les fintechs, les PME, PMI, l'État,
qui peut venir présenter les innovations. Architecte de l'innovation financière, Blaise Arwantiédé entend apporter sa pierre au rayonnement économique du Bénin et celui du continent. Elle était longtemps attendue, ça y est, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin est votée par les députés depuis le 13 mars dernier. Cette loi reconnaît officiellement le royaume de Rogbonou parmi les 16 royaumes du Bénin. Qu'en pensent les têtes couronnées de Porte-Nouveau? Écoutons quelques-unes au micro de Viti Sarouré et Michel Egbe. Il y a des royaumes partout. Il y a d'autres pays qui sont déjà été reconnus depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est l'heure du Bénin. Et comme l'heure a sonné, et quand Dieu dit oui, personne ne peut plus dire non. Donc nous les remercions pour ce travail en ce qui concerne le projet de loi de la chefferie traditionnelle. Nous allons remercier le président de la République. Après le président, il faut qu'on remercie aussi la commission qui a travaillé sur cette loi, la commission du président Akora, bienvenue, avec ses collègues, tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet. Et remercie aussi nos députés à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Nous disons que nous sommes rois, nous sommes rois, il y a certains qui sont au-dessus. Donc c'est eux qui gèrent le pays avant que nous ayons aussi la paix pour pouvoir gérer aussi notre ville. Ça nous a beaucoup fait plaisir. C'est une grande joie que le royaume de Porte-Nouveau, qui s'était fondé, maintenant s'est reconduit comme un royaume à plein temps. Sunu Glebenu, ni Edoho et Notafo et Dieu. Au moment où il parlait, ils nous avaient appelés. On était là-bas. On a pris comme pour tous les autres gouvernements. Mais petit à petit, on est là. On suit les choses. Et il y a un moment, moi, bon, j'avais enlevé ça de la tête. Que ce qui doit se passer n'a qu'à se passer pour que vraiment l'on puisse trouver la tranquillité dans le pays. Mais il a dit, il l'a fait. Bravo. Et c'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. C'est le dernier numéro de cette semaine. Allez, je vous souhaite de passer un bon début de week-end. Merci, bonne suite d'émission. Très vite, toujours sur 567 Matin qui se poursuit. Bon matin à vous. Merci de nous retrouver. Vous êtes sur votre matinale, votre programme d'actualité et d'information. Merci de nous suivre tous les jours. Votre fidélité nous honore. Tout de suite, voici pour vous la revue des titres. Démarrons par le quotidien d'information La Boussole qui s'intéresse à la qualification, au qualificatif mondial 2026, match opposant le Zimbabwe et le Bénin, 2 buts partout qui laissent les Guépards sur des regrets et des interrogations, affiche La Boussole. Toujours parlant de ce match, Nord-Sud, le quotidien d'information Nord-Sud affiche en manchette éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA. Les Guépards ratent un match clé. Et du côté de l'emblème, on parle plutôt du Bénin qui concède un nul frustrant face au Zimbabwe, parlant bien entendu des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors voyons voir maintenant du côté de Opinion Plurielle, que disent-ils là-bas nos confrères? Éliminatoire Cannes 2026 acculé, les Guépards lâchent et le Bénin perd 2 points
points précieux face au Zimbabwe. Info pêle-mêle à présent, compétitivité du port autonome de Cotonou et leadership féminin, une prime à la bonne gouvernance une prime voilà à la bonne gouvernance, 13 milliards de francs CFA octroyés au Bénin, affiche en manchette Libération. On jette un coup d'œil du côté du quotidien d'information, Le Soleil levant, élection générale de 2026, l'opposition contrainte de changer de stratégie. Patrice Talon, en manager éclairé et avisé, démine méthodiquement le terrain pour son dauphin, affiche donc Le Soleil Bénin Info. Du côté du potentiel à présent, c'est l'information liée à la suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi qui intéresse nos confrères. Préfet, maire, SE de l'Atlantique statue. Ce jour, le CDCC examinera le rapport circonstancié du maire Angelo Arwandino. Le sort du CIA Setonji Boko en ballottage entre la raison, le droit et la politique politicienne, l'autorité préfectorale et les membres du CDCC pour mettre fin à l'injustice, affiche le potentiel. Matin libre, à présent, face au triste sort des dialysés, indifférence du gouvernement Talon, c'est à lire précisément à la page 3 du quotidien d'information Matin libre. Le matinal maintenant, lancement du programme Ben 005, eh bien, un pas de géant vers l'inclusion et l'éducation financière au Bénin. Et on termine avec le quotidien d'information, le matinal, qui revient sur cette actualité liée à la chefferie traditionnelle au Bénin, mécanisme de fonctionnement et sanctions, c'est à lire en manchette du quotidien d'information, le matinal. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Un peu de musique pour détendre l'atmosphère et on va retrouver nos différents invités. Écoutez ceci. Pepe Oleka dans le titre Ganwou, artiste, autrice, compositrice, interprète et chanteuse béninoise à la voix suave et forte. En même temps, Pepe Oleka, c'est une artiste que nous aimons bien. Le titre Ganwou pour ouvrir le bal des artistes devant intervenir sur 5 sur 7 matin de ce jour. À présent, allez, on va à la découverte de nos invités. On va parler de tuberculose avec professeur Agodokwesi Gildas. C'est mon premier invité pour le compte de ce jour. On le reçoit juste après ceci. Le 24 mars prochain, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose va une fois encore donner écho à l'urgence d'en finir avec ce mal, une maladie infectieuse, la plus meurtrière au monde d'ailleurs. Agodokwesi, professeur Agodokwesi Gildas, coordonnateur adjoint du programme national contre la tuberculose, est mon invité ce matin. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur 5 sur 7 matin de ce jour. Merci de cette opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions continuer à mener cette lutte-là. Ce combat inlassable. Inlassable. D'accord. Alors, en quelques mots, c'est quoi la tuberculose déjà, en quelques mots? En quelques mots, la tuberculose est une maladie infectieuse qui atteint l'humain et qui a une prédilection particulière pour le poumon. D'accord. C'est une maladie vieille, connue depuis les temps anciens, mais aujourd'hui, il faut le dire, il faut le marteler, nous avons les moyens, nous avons la connaissance scientifique qu'il faut, nous avons également les moyens qu'il faut pour lutter contre cette maladie, mais malheureusement, du fait d'un certain nombre de pesanteurs ou de facteurs sur lesquels nous allons revenir, cette maladie continue de faire des victimes. De faire des victimes dans le monde. D'accord. Et particulièrement au Bénin. Au Bénin. Quels sont les symptômes de la tuberculose? Comment on sait qu'on souffre de la tuberculose? Alors, puisque c'est une maladie qui atteint préférentiellement le poumon, les symptômes que le sujet qui a la tuberculose va avoir, ce sont des symptômes pulmonaires. Et donc, essentiellement, c'est la toux. On tousse beaucoup. On tousse beaucoup. Et dans une de nos langues locales, on parle du pain-oui.
Vous toussez jusqu'à blanchir. En fait, c'est une toux qui s'accompagne donc d'un état d'altération de votre corps avec la fatigue, l'asthénie, la fièvre et un certain nombre de symptômes. Voilà. Mais s'il y a un seul mot à retenir, c'est la toux, et c'est une toux persistante qui dure depuis plus de 2 semaines. D'accord. Dès lors qu'on a une toux qui persiste, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Déjà tout de suite. Consulter dans un centre de santé, et toutes nos formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire, nos agents de santé sont assez outillés pour vous trouver solution, pour vous orienter. Si c'est une toux banale, bien sûr, vous allez recevoir, on vous le dira, mais si également il y a nécessité de rechercher une tuberculose, on va la rechercher. Je précise que pour rechercher la tuberculose, l'examen que l'on fait est un examen qui est totalement gratuit. Et une fois également que vous avez votre diagnostic de tuberculose, le traitement est un traitement totalement également gratuit. Et quelles sont les conséquences de ce mal ? Alors, les conséquences sont nombreuses. Au plan macro, je commencerai déjà à vous dire que c'est une maladie qui est intimement liée à la pauvreté et qui est en même temps un facteur aggravant de pauvreté. Okay? Parce que, bon, quand on prend dans les agrégats, hein, on voit que ça frappe beaucoup plus dans certains milieux, hein, où les gens vivent des difficultés de l'environnement, d'habitat, de nutrition, de promiscuité, un certain nombre de facteurs réunis qui vont développer la maladie. Mais à l'occasion de cette maladie-là, ils sont davantage paupérisés parce qu'ils se retrouvent encore dans des situations, quand on regarde le parcours ou l'itinéraire thérapeutique de ces patients-là, on se rend compte également que la survenue de cette maladie-là contribue encore à les rendre davantage plus vulnérables, plus vulnérables. Très bien. Alors, mais on peut l'éviter, bien entendu. Justement, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Éviter la tuberculose, c'est un ensemble de facteurs. J'ai parlé des conditions d'habitat. Okay? J'ai parlé également de l'hygiène de vie. Cela est important. Hein? L'alimentation. Et ça, c'est à l'échelle individuelle, mais à l'échelle beaucoup plus du pays, à l'échelle macro, je dirais que c'est essentiellement le dépistage et le traitement des cas. Hein, parce que c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui se transmet du sujet malade vers le sujet sain. Et donc, si nous réussissons à traiter tous les sujets qui ont la maladie, nous allons stériliser le pays. Et donc, forcément, il n'y aura plus, le risque de transmission sera moins élevé. Et si les individus également sont en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils vivent bien, ils ne pourront plus développer donc la maladie. Est-ce qu'on en guérit totalement ? On en guérit totalement. Et ça, il faut le marteler, il faut le dire. Parce que malheureusement, cette maladie a laissé dans l'imagination des populations beaucoup de mauvais souvenirs. Okay? Et ce qui se passe en réalité, c'est que les gens viennent, on découvre la maladie à un stade avancé. Et donc, quand on a fini de les guérir, les séquelles qui restent au niveau de l'organisme font qu'ils ont toujours des manifestations. Et donc, ça fait dire aux gens que même si vous recevez un traitement, vous allez toujours continuer à tousser. Oui, vous continuez à tousser parce que, entre-temps, la maladie est terminée, mais vos poumons ont été délabrés. Et donc, ces poumons délabrés vont toujours s'exprimer. Et donc, celui qui a eu cette maladie-là va continuer à tousser. Mais ce n'est plus la maladie, mais c'est les séquelles de la maladie. Donc, il faut insister pour dire que la maladie est totalement guérissable. Mais il est important que nous puissions diagnostiquer les cas, dépister les cas très tôt pour pouvoir leur offrir le meilleur traitement. Alors, vous l'avez dit, le dépistage, il est totalement gratuit. Le traitement également est totalement gratuit sur toute l'étendue du territoire et se fait dans les centres de dépistage et de traitement. Les centres de dépistage et de traitement, ce sont les structures des formations sanitaires qui ont été accréditées par le programme pour dérouler le paquet des activités de lutte contre la tuberculose. Pour le cas de Cotonou, c'est où déjà? Pour le cas de Cotonou, vous avez l'hôpital Lazare à Kpakpa, vous avez le centre de santé Bethesda, vous avez le centre de santé Saint-Luc, je crois, à Elawadje. D'accord. Le centre de santé d'Aouela. C'est vrai que vous avez déjà commencé à en parler, mais comment on prévient ce mal finalement, en quelques mots? Alors, en quelques mots, la prévention, elle est d'ordre global, comme je disais. Et ça, c'est le travail que nous faisons au niveau du programme,
avec nos structures déconcentrées, les formations sanitaires, pour que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans notre réseau de soins, systématiquement, dès qu'il a des symptômes suggestifs, qu'on puisse lui proposer le dépistage et qu'on le diagnostique et qu'on le traite. Si ce couple-là, le couple de dépistage-traitement est bien réalisé, comme je le disais tout à l'heure, le surnageant infectieux, c'est-à-dire le risque de transmission est déjà suffisamment réduit dans la communauté. Maintenant, à l'échelle individuelle, bien sûr, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Quand je dis bonne hygiène de vie, ça passe par l'hygiène de l'alimentation, l'hygiène du sommeil, l'hygiène mentale, pour avoir un équilibre. Et si, malgré tout ça, vous avez quand même des maladies, il faut veiller à un bon suivi des malades, de votre maladie, pour que votre organisme ne soit pas fragilisé. Parce que la tuberculose est due, en fait, tous autant que nous sommes, nous avons déjà été en contact avec le gène. Mais la maladie ne se développe que lorsque notre organisme n'a pas les capacités, n'a pas la résilience nécessaire pour affronter ce béca. Et donc, si notre organisme, pour donner les moyens à notre organisme, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et pour finir, est-ce qu'il y a une couche de la population qui est un peu plus exposée qu'une autre? Les enfants, par exemple, les adultes, les jeunes? Oui, particulièrement. On est tous d'une manière ou d'une autre exposés. Alors, c'est important de le dire, tous, d'une façon globale, nous sommes exposés, mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Alors, en fonction des milieux, j'ai parlé tout à l'heure des milieux vulnérables, j'ai parlé de l'habitat. Vous voyez, une chambre qui est réservée peut-être pour une personne, où on se retrouve à 6, à 7, à 8 ou à 10, il y a un risque beaucoup plus grand. Les gens qui ont des problèmes visiblement à se nourrir, à remplir au moins 2 repas chauds dans la journée, sont beaucoup plus sujets. Quand on vient aux enfants, effectivement, l'enfant est en croissance, les enfants ont un risque un peu plus élevé. Les femmes également ont un risque un peu plus élevé, surtout autour de la maternité. Donc, il y a globalement, nous sommes tous concernés, mais à divers niveaux, il y a un risque un peu plus majoré. Merci, professeur Agodobessi Gildas. Dès le moindre doute, il faut tout de suite aller à l'hôpital, il ne faut surtout pas traîner, parce que sinon, après, c'est trop tard. Et les manifestations officielles pour le compte de cette année auront lieu le 24 mars, donc lundi prochain. Lundi prochain, au niveau du... Un mot rapidement. Un mot rapidement, donc il y aura des manifestations officielles sous la coupole du ministre de la Santé qui vont se dérouler au niveau du Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie qu'on appelle l'hôpital Lazare à Kpakpa. C'est une occasion de mobilisation, de sensibilisation, mais également au niveau, j'ai parlé des CDT, des centres de dépistage et de traitement qui sont nos structures déconcentrées dans les formations sanitaires également. Il y aura des manifestations pour continuer à sensibiliser davantage sur ce phénomène. Merci Gildas Agodobessi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du programme national contre la tuberculose, un mal que nous combattons ici au Bénin avec toutes les énergies possibles. Un mal qui recule, c'est vrai, il faut le dire, avec les différentes luttes, ça recule. Pour autant, on ne lâche pas, pour autant, on n'abandonne pas, parce qu'il y en a qui souffrent encore de ce mal et qui en meurent. Et l'objectif, c'est à terme, à court terme ou à moyen ou même à long terme, d'en finir définitivement avec la tuberculose. Et merci, cela est professeur. possible. C'est possible, bien entendu. Merci pour ce message d'espoir ce matin. Patrick Diossou est avec moi ce matin. Patrick, le monsieur culture par excellence, sur 5 sur 7 matin. Allez, bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, bien maman. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour professeur. J'ai été lauréat du prix tuberculose, c'est je crois en 2010. Oui, en 2010, il y a quelques années déjà. Oui, il y a quelques années. Oui. Et depuis, vous n'êtes plus proche de nous. Allez, on va en parler. On va en parler en plateau. Allez, professeur, merci d'être passé. Merci et à très vite sur 5 sur 7 matin. À présent, on va aller à la découverte d'un ouvrage, Patrick. Il s'agit d'un ouvrage qui parle de magie, bien entendu. Alors, après la magie qui s'opère pour que nous puissions être sauvés de la tuberculose, il y a la magie de la vie, une vie de magie. Et une personne
de grande taille comme le professeur Gildas Agoropassi, nous retrouve. Grande taille. On le connaît tous. Oui, c'est une grande personne, une grande personnalité. Ce n'est pas que j'utilise de grands mots, mais Thibaut le magicien. Celui qui a plus d'un tour dans son sac. Oui, c'est le maître qui enchante. Bon, enfin, abracadabra. Simsalambim. Allez, bonjour Thibaut. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Partagé. Une vie de magie. Oui, une vie de magie. Un ouvrage qui est paru aux éditions Tour, c'est Débat Tour. Et un ouvrage de 102 pages. Un ouvrage qui est un roman, mais un roman, je dirais, autobiographique. C'est sa vie qui est une vie déjà de magie. Tout au long de la vie, bon, je ne vais pas raconter l'ouvrage. Thibaut, encore une fois, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de la magie dite ou faite, on en vient à la magie écrite? Alors, tout simplement parce que sur le parcours de la vie de chaque être humain, il faut laisser des traces. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'écrit plus. Oui. Même l'art plastique est devenu virtuel. Oui. Et je me pose des questions. Quel héritage on laisse à nos enfants? Oui. Et pour ça, quand tu fais quelque chose qui te porte haut, qui te porte loin, il faut laisser des traces. Et je me suis dit, vu que tout le monde me pose toujours la question pour savoir d'où j'ai commencé, où est-ce que je vais, comment je fais, il faut l'écrire pour permettre à plusieurs personnes de le lire. Mais c'est surtout pour permettre à plein de jeunes ou ceux qui perdent confiance en eux de savoir qu'on peut sortir de nulle part et aller très loin. On peut sortir de nulle part et aller très loin. C'est pas qu'un livre, mais c'est surtout un recueil de coaching pour permettre aux gens de ne pas se décourager. Quand tu as le courage et la volonté, on peut aller partout. Oui. Et la préface est faite par Jérôme Michel Tossavi, qui est Grand Prix littéraire 2020, on le rappelle. Et dans la préface, Jérôme plantait déjà le décor en disant que Thibaut est parti et il a fait les odes rurales à l'inverse. Né à Cotonou, mais il a grandi plutôt un peu plus loin que Cotonou avant de revenir à Cotonou. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce retour vers... On a la chance d'avoir une culture au Bénin qui permet à chaque parent, quand tu mets au monde tes enfants, d'aller les mettre chez tes parents pour qu'ils apprennent, pour qu'ils prennent l'éducation que tu as reçue. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Mes parents m'ont mis chez ma grand-mère pour que je puisse avoir l'éducation reçue par ma maman. Et cela m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc de Cotonou, je suis allé m'installer à Comé, dans un village où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il fallait marcher sur des kilomètres pour aller puiser d'eau et tout. Oui, c'était 2 kilos. C'était 2 kilos, parce que c'était à 2 km du centre-ville de Koumé. Et ça, c'était une force. Je pense que mon cheminement initiatique dans la vie actuelle a commencé par là. C'est cela qui m'a permis, partout où je vais, sans connaître personne, je me sens à l'aise et j'arrive à faire ce que je veux sur toute la terre, où je vais dire. Alors, à travers une vie de magie, on découvre où tout a commencé. Oui. Exactement. D'accord. Comment tout a commencé et où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est toute une vie, franchement, comment je vais dire ça? Toute une vie de rebondissement. Toute une vie de quête perpétuelle, finalement. Voilà. Patrick Diosso. Oui, quête perpétuelle où chaque réponse apporte une nouvelle question. C'est un peu comme si c'était une vie de maïeutique. Oui. Thibaut, ce que j'ai surtout aimé en prenant cet exemplaire, c'est que le Bénin est représenté à l'intérieur. Comme il n'y a pas de truc pour marquer les pages, alors avec ça, tu peux marquer les pages. Et je l'ai fait faire en Corse.
Donc ça permet de marquer facilement les pages pour la lecture. Et c'est la carte du Bénin et puis il y a l'Amazon dessus. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vendre mon pays? Donc c'est un ouvrage qui fait déjà du tourisme, parce qu'à travers l'ouvrage, on voit tous les endroits parcourus au Bénin, et les endroits parcourus en Afrique, et les endroits parcourus à travers le monde. C'est un ouvrage touristique. Franchement, non, c'est un voyage au cœur de la magie de Thibaut, Thibaut le magicien, parce que finalement, toute sa vie, c'est une magie qu'on découvre avec douceur, parfois même avec brutalité. Et c'est tout cela qui a forcément fait de Thibaut ce qu'il est aujourd'hui. Alors, cet ouvrage-là, on le retrouve où? À la librairie Notre-Dame. D'accord. Pour l'instant, c'est à la librairie Notre-Dame ou à mon bureau à Vivatou. D'accord. C'est disponible. Bientôt, ça serait aussi disponible en ligne pour tous ceux qui sont... Ceux qui veulent télécharger. Tout, parce que tout le monde me demande de... Mes fans de l'autre monde me demandent où est-ce qu'on peut en trouver. Donc bientôt, ils n'ont qu'à l'acheter, non? Je suis en train du Bénin pour envoyer par exemple à New York, c'est compliqué. Donc je suis en train de voir comment le mettre sur les plateformes Amazon et autres, ou bien plateformes au Bénin, Booknet, enfin Bookconnect plutôt. C'est pas pour faire de la publicité. Il y a des plateformes au Bénin aussi. Donc merci beaucoup. Merci Thibaut, merci. Il faut le lire, hein. Vous voyez, c'est pas lourd, c'est assez léger. C'est un français très accessible. Hein. Tout le monde peut le lire et y découvrir le monde de Thibaut. Le magicien, il le mérite pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il donne, continue de donner au Bénin. Il mérite tout notre soutien. Thibaut le magicien, un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient là tout de suite vous appeler. Mieux vaut m'écrire. Vous écrivez simplement, C'est Thibaut le magicien sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Et on a accès direct à Thibaut le magicien. D'accord. Et je souffle à tout le monde que Thibaut répond toujours. Enfin, presque toujours. Je dirais toujours parce que moi, il me C'est une star, mais il n'est pas comme la plupart des stars. Moi, il est très toujours. D'une humilité incroyable en tout cas. Je ne suis pas encore star parce que dans le livre, il y a quelque part où je dis, ma grand-mère me disait, si tu veux devenir star, c'est bien parce que les étoiles sont très loin. Et plus tu montes vers là-haut, plus tu as froid. Alors, je monte là-haut, mais je ne suis pas encore devenu étoile. Mais bon, en tout cas, tu es notre star, nous. Voilà, tu es notre star. Merci Thibaut, le magicien. Aujourd'hui, il n'y a pas de tour de magie, hein, rassurez-vous. C'est vrai que quand il vient par ici, il nous sort des tours incroyables qui franchement, qui nous font vivre par ici. Ce sera pour un autre jour. Merci. Thibaut, le magicien. Merci Patrick Gorsou. Je vous retrouve dans un moment. Juste le temps pour nous d'aller à Haïti. On va aller maintenant à Haïti, directement à Haïti, juste après ceci. Haïti a besoin de nous, ses enfants ont besoin de nous. C'est le cri de cœur que lance ce matin le Lions Club. Cotonou, les lauriers. Arsène Zouno est mon invité ce matin. Il est PP, protocole du Lions Club. Cotonou, les lauriers. Arsène Zouno, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être sur le plateau de 5 sur 7 matin. Alors, Haïti, attendez, laissez-moi regarder. Un geste pour Haïti. C'est quoi précisément? Alors, merci de me recevoir et à travers moi, le Lions Club Cotonou les Lauriers et tous les lions du Bénin et du monde. Alors, un geste pour Haïti, c'est une œuvre qui a été initiée par le club et soutenue par le district Bénin qui consiste à aller au secours des enfants haïtiens en leur offrant des kits alimentaires et des kits de suivi. Voilà, c'est ça, globalement, l'œuvre que nous avons initiée. Très bien. Et en quoi consiste concrètement cette opération? Alors, l'œuvre vient du fait que, au-delà de ce que l'actualité internationale nous dit sur Haïti, nous avons l'un des membres du club, le président, qui est à Haïti actuellement pour des raisons professionnelles. D'accord. Et qui a pu constater lui-même les ravages... toute la misère de ses enfants. De ses enfants. Et nous sommes associés à un club haïtien. Et c'est eux qui ont identifié le besoin que la population a. Donc nous ne sommes pas restés au Bénin.
et pour imaginer un besoin en Haïti. Donc c'est les Haïtiens qui nous ont dit, voilà ce que vous pouvez apporter si vous apportez une aide au pays actuellement. Et concentrez-vous sur les enfants. Et qu'est-ce que vous attendez des Béninois? Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui nous regardent là maintenant? Alors, ce que nous attendons, c'est la participation à une collecte de fonds. D'accord. Et ces fonds sont collectés sous la coupole de Maître Brice Topanou. Oui. Et ces fonds seront envoyés en Haïti parce qu'actuellement, il y a des difficultés pour envoyer du transit. Et d'ailleurs, ça reviendrait trop cher d'envoyer des vivres d'ici. Donc, nous attendons, nous sollicitons le concours de tout Béninois, de toute personne voulant donner une main à un enfant, de venir avec nous offrir ces kits-là. Donc, les contributions, on n'a pas de montant fixé. Quel que soit le montant. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. On a 1 euro, on a 1000 francs, on a 500, on en donne. Oui. Oui. Tous les montants sont les bienvenus. Et nous avons des numéros pour la réception des momos ou ceux qui voudraient faire des dons en numéraire direct. Ils peuvent entrer en contact avec Maître Brice Topanou, huissier de justice, pour faire ces dons-là. Très bien. Et donc, nous allons finir la collecte à la fin du mois de mars et au cours du mois d'avril ou de mai, faire ces dons en Haïti et faire un suivi de ce qui a été donné et de comment est-ce que les dons impactent réellement les enfants et leurs familles. D'accord, très bien. On peut donner l'un des numéros rapidement? Alors, je vous donne le numéro et Momo MTN. C'est le 01 66 53 73 52. D'accord, le 01 66 53 73 52. D'accord. Ouvrez donc votre cœur, c'est un geste de générosité qu'on vous demande, chers amis téléspectateurs. C'est vrai qu'ici au Bénin, on a la chance de vivre dans un pays de paix, on a la chance de vivre dans un pays où on vit quand même dans un climat assez sécurisé, où les uns et les autres ne subissent pas, on va dire, les affres de la guerre et autres. Oui. On a cette chance-là, mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, il y en a qui vivent un drame au quotidien. Et tant qu'on a la possibilité d'aider les autres à avoir une meilleure vie, à avoir une meilleure vie au quotidien, pourquoi ne pas le faire? Tout à fait. N'est-ce pas, monsieur le protocole? Alors, je pense que vous parlez tellement bien que du Lions que j'espère vous retrouver à l'une de nos œuvres. Pourquoi pas intégrer le club un jour? On verra bien. Merci Arsène Zoulon. Je précise que vous êtes PP. PP, c'est quoi déjà? Alors, passe-président. Passe-présidente, d'accord. Et vous êtes également protocole du Lions Club Cotonou, les Lauriers. Alors, je vous laisse la possibilité en quelques mots de lancer un appel. Ok. Alors, donc, j'en appelle vraiment à chaque citoyen, à toute personne de bonne volonté. Et donner un coup de main à chaque enfant haïtien, c'est vraiment pour les aider. Nous avons nos enfants qui sont scolarisés, qui arrivent à avoir des repas. Aidons les autres aussi à le faire. Et la nature et l'univers nous remerciera. Merci Arsène Zoulon. Ensemble, donc, nous pouvons leur offrir protection, nourriture et espoir. Et comme il vient de le dire, chaque don, petit ou grand, peut transformer une vie. Il ne tient qu'à vous de faire le geste utile. Merci Arsène Zoulon et excellent vendredi. À vous, 5-7 matin se poursuit. D'autres invités ici en plateau. Avant d'en recevoir un autre, qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver le rappeur béninois Chris Ba dans cette superbe chanson. C'est une toute nouvelle sortie, ça s'appelle Baba God. Manzo fit Ricos Campos, quand l'ancien donne la main au nouveau, ça donne ce que vous venez de suivre, une superbe chanson assez bien rythmée aux couleurs du Bénin. Allez, vous aimez, n'est-ce pas, Ariane? Si. Ariane Haïté? Oui. Vous aimez, n'est-ce pas? Ricos Campos, vous connaissez? Si. Manzor aussi, non? Ça vous parle un peu moins? Un peu moins. Mais c'est un feat réussi, non? Vous aimez? Oui. Monsieur Denou? Oui, vous aimez aussi? Tout à fait. Ou bien vous n'aimez pas le traditionnel? On aime très bien le traditionnel. Vous aimez bien. Oui, et vous, Fofo? C'est très bien, c'est très bien ça. C'est très bien parce que c'est la couleur de chez nous.
C'est les couleurs de chez nous. En tout cas, c'est un feat qui est sorti il y a seulement quelques jours et qui promet en tout cas de marcher très fort. Nous envoyons tout notre soutien à ces artistes béninois qui chaque jour, n'est-ce pas, font du mieux qu'ils peuvent pour hisser le Bénin musical encore plus haut. C'est l'heure du débat. Le débat, c'est dans quelques petits instants. On va aller à la pause rapidement, le temps de retrouver nos différents débatteurs qui sont déjà en plateau. Ils sont positionnés, ils sont avec nous et avec eux. On va tenter de répondre à une question. Doit-on divorcer d'un époux ou d'une épouse stérile? À tout de suite. Merci de nous retrouver sur le débat de ce jour. On tentera sur cette émission de répondre à une question. Doit-on divorcer d'un époux ou d'une épouse stérile? C'est la question en débat ce matin et on en parle avec Modeste Azonako. Bonjour, monsieur Azonako. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise que vous êtes professeur de philosophie. Oui. Et juste en face de vous, nous avons notre charmante Ariane Haïté. Bonjour. Bonjour, ma chère. Présidente de l'ONG IAM, juriste sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille, professeur d'éducation à l'affectivité. Et un tout nouveau sur ce plateau. Parfait, Denou, bonjour. Bonjour. Vous êtes... thérapeute, thérapeute de couple. Oui. Vous êtes professeur d'éducation à l'affectivité. Non, pas professeur, vous êtes consultant, voilà, en marketing international. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, monsieur Modeste Azonako, on va souvent au mariage, on ne décide pas, n'est-ce pas, de ne pas avoir des enfants. Il arrive que l'époux ou que l'épouse soit stérile. Est-ce que on doit pour autant divorcer parce qu'on n'arrive pas à faire des enfants ensemble? Merci, madame la journaliste. En réalité, le mariage, c'est un lien qui unit deux individus de sexe opposé. On ne va pas au mariage pour divorcer. On va au mariage pour s'entendre, s'entretenir et se soutenir. Maintenant, s'il s'avérait que le divorce arrive, ça serait pour cause. Pour cause, certainement qu'il y a un problème qui ne va pas à un niveau et il faut chercher la solution. Souvent, quand on parle de divorce, dans un couple stérile, c'est complexe. C'est complexe parce que on ne peut pas divorcer pour divorcer. Si le couple qui vit un moment et n'arrive pas à trouver d'enfant, ne doit pas tout autant divorcer parce qu'il n'y a pas l'enfant. On ne se marie pas seulement pour l'enfant. On se marie pour d'autres choses encore. Se soutenir, et partager sa vie ensemble. L'enfant n'est rien d'autre que le support du mariage. D'accord. Support du mariage. Vous êtes donc péremptoire. Il ne faut pas d'office divorcer. Non. Pour le moment, il ne faut pas d'office divorcer, mais en cas où il y aura de divorce, ça serait des cas exceptionnels. Exceptionnels en ce sens où vous savez avec moi qu'il y a dans des couples, et souvent... Certaines femmes, toutes mes excuses aux femmes, certaines femmes ne veulent pas concevoir et cachent à leur conjoint cette face-là. D'accord, on va y revenir. Okay. Ariane Haïté, il n'y a pas, on va dire, pire malchance que peut vivre un couple marié que d'être incapable d'enfanter. Et on est souvent pointé du doigt.
Et très souvent, on se rejette mutuellement la faute. C'est toi, c'est moi. La femme accuse l'homme accuse la femme. Et finalement, quand on va voir le médecin, on sait si c'est la femme ou si c'est l'homme. Est-ce que d'office, ça doit être une cause de rupture? Alors merci. En fait, la stérilité dans le couple, c'est un grand mal. D'accord? Ça pose beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes, d'ordre psychologique et j'en passe. Oui. Ok? Il faut déjà dire que la stérilité, c'est l'incapacité, d'accord, d'un couple à ne pas pouvoir procréer. Après 2 années, d'accord? Je dis bien rigoureusement 2 années, d'accord, d'activité intime, de rapport sexuel complet et régulier, d'accord. Et donc du coup, c'est ce qu'il faut retenir déjà de la stérilité. Maintenant, le fait qu'on entre dans le couple et que l'on constate qu'on n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas fertile, c'est qu'en amont, les démarches qu'il faut pour se mettre en couple n'ont pas été respectées. Les phases pour se mettre en couple, tout ça n'a pas été respecté parce que pour se marier, à un moment, on vous demande de faire des examens prénuptiaux. Ouais, et donc, du coup, si ça a été fait, c'est à ce moment justement qu'on aurait pu détecter, oui, il y a un souci. Il y a un souci. Et il est demandé souvent que l'un et l'autre des partenaires aillent faire ça séparément, d'accord, ou bien chez le même médecin, d'accord, mais le partage des résultats doit, c'est-à-dire, en fait, est laissé à chaque conjoint. D'accord. Ils ont le devoir de se communiquer les résultats. Maintenant, s'il arrive que l'un cache cela à son partenaire ou à sa partenaire, c'est que déjà il y a dol, il y a mensonge. Il y a mensonge déjà. Voilà. Ouais. Maintenant, j'en viens maintenant à votre préoccupation qui est que non, ce n'est pas cause de divorce. Et cela parce que si entre-temps les résultats, des examens prouvent que non, tout était normal avant qu'on entre dans le mariage, on ne saurait prétendre de cela pour dire qu'on veut divorcer. D'accord. Donc, peut-être je vais m'en arrêter là et permettre au thérapeute de couple, lui qui reçoit à son cabinet pas mal de couples, j'imagine que vous en voyez tout le temps. C'est des cas que vous rencontrez, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Oui. Ma conception, d'abord, je vais m'attacher sur le code pénal de la famille qui nous dit que le divorce, c'est la dissolution du mariage qui est prononcée par le tribunal à la demande de l'un ou des 2 époux. Alors, de là, dire déjà que la stérilité peut être une cause de divorce, je vais dire non d'entrée de jeu parce que le mariage n'est pas fait que pour les enfants, que pour procréer. Au-delà du mariage, puisque le mariage c'est une union basée sur l'amour, le respect et la solidarité. Donc en soi, ce n'est pas tout de suite, on ne peut pas dire déjà que c'est fait pour ça. Et donc ça ne peut pas être une cause de divorce, dans la mesure où en fait, il faut dire que c'est surtout par rapport à nos anciennes habitudes, ce que les anciens, nos parents nous ont appris. Lorsque tu viens dans le mariage, automatiquement, la première chose, c'est que tu dois faire d'enfants. Donc, c'est resté dans notre esprit comme ça. On voit une première année passée, une deuxième, une troisième, là on commence à s'inquiéter. Et on se dit qu'on ne peut pas faire d'enfants. Et donc je dis que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un drame, donc il ne faut pas qu'on s'affole et qu'on dise que déjà on est anormal. Et de là jusqu'à indexer la femme de sorcière et dire un certain nombre de choses, c'est un peu trop. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement de notre jeu. Monsieur Denon, la réalité est telle qu'en Afrique, c'est pas souvent aisé de vivre ce genre de situation. Oui. On est stigmatisé parce que pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on se marie pour bien d'autres raisons, mais la principale aussi, c'est les enfants. Tout à fait. C'est les enfants. C'est les enfants. Et pour cela, je vais compléter ma soeur qui venait de dire tout à l'heure que après, normalement, avant le mariage, il doit y avoir des examens et au vu de ces examens, on devrait constater
parfois, les examens ne le montrent pas. Oui. Et lorsqu'on entre dans le mariage, il y a des troubles. Des troubles dans le mariage qui empêchent automatiquement, j'en ai vu, il y a des troubles qui empêchent automatiquement le couple de procréer. Alors, si j'en viens à votre question, selon laquelle, lorsqu'on vient dans le mariage, il faut faire d'enfants, effectivement, c'est une gêne, c'est déjà un problème psychologique et c'est vraiment difficile parce que l'homme a envie d'une certaine succession et la femme également, c'est une fierté pour elle de mettre un enfant au monde et donc c'est vrai que c'est un véritable problème et c'est d'ailleurs pourquoi les thérapeutes sont là pour les accompagner parce que n'oublions pas, n'occultons pas le fait que la stérilité, Dieu ne nous a pas fait pour être stérile. Et donc, lorsqu'on prend le problème dans un ensemble, on voit qu'en réalité, la stérilité n'est pas la finalité. Au départ, ça peut s'afficher par la stérilité, mais lorsqu'on travaille avec le couple, ils peuvent quitter ce stade de stérilité à la fécondité. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Azonapo, oui. Moi je suis là, je parle pour ceux qui me regardent. Hein. Je vous pose une question, vous par exemple, en tant qu'homme, d'accord, africain de surcroît, est-ce que une femme, d'accord, si vous mariez une femme qui ne vous fait pas des enfants, est-ce que vous divorcerez, est-ce que vous lui direz de partir? C'est pas possible de divorcer avec une femme que j'ai épousée avec amour et pour une simple raison de fécondité, la faire partie, ça serait difficile. Je vais beaucoup plutôt chercher les voies et moyens pour corriger. Si malgré tout, toutes les tentatives, elle n'arrive pas... Malgré toutes les tentatives, si elle n'arrive pas à concevoir, elle vit avec moi. Et nous allons chercher un terrain d'entente. Vous irez en épouser une autre? Un terrain d'entente où... c'est ce que nous remarquons souvent. La deuxième épouse viendra d'elle-même. Comment d'elle-même? Oui, parce que quand elle-même se rendra compte qu'en réalité, avec moi, elle ne pourra pas faire d'enfant, et la faute provient d'elle, les femmes vous proposent de vous trouver d'autres partenaires et ils vont faire des enfants qu'elles vont adopter. Et si elle ne le faisait pas? Si elle ne le faisait pas, mais ça serait compliqué. Ça serait compliqué, mais je ne veux pas la répudier, mais elle va rester... Je chercherai à régler. La seconder. Voilà. Parce qu'il n'est pas question pour vous de mener une vie sans enfant. Ça serait difficile parce que pour l'Africain, vivre sans enfant, c'est que toute votre progéniture, toute votre succession est bannie. Et c'est critiqué en Afrique. C'est critiqué en Afrique, mais en Europe, on peut vivre sans enfant. Mais ce n'est pas de sa faute, non? Ce n'est pas de la faute de la femme, mais néanmoins, la société dans laquelle nous vivons nous oblige à agir autrement. C'est tout. C'est le poids de la tradition. D'accord. Ariane Haïté, vous imaginez à quel point ces femmes-là vivent un véritable drame. Ces femmes ou même ces hommes vivent un véritable drame. On est pointé du doigt parce que on vous jette même parfois à la figure à quel point vous êtes inutile, à quel point vous ne servez finalement à rien. Parce que dans le subconscient, dans l'inconscient de la plupart des Africains, puisque nous sommes bien en Afrique, et donc contextualisons le débat, c'est que quand on va au mariage, c'est pour faire des enfants. Oui. Alors, c'est vrai que l'une des fins du mariage, c'est la procréation. Donc, du coup, c'est tellement important que c'est vrai que, particulièrement en Afrique, quand on n'a pas d'enfant, c'est la femme qui est juste pointée du doigt parce que c'est elle qui est la représentation même, la manifestation même de ce que nous avons, l'homme et la femme, ont fait quelque chose dans la chambre, dans l'intimité, et cela se ressort à partir du moment où elle commence par cracher, son ventre commence par grossir. Surtout, c'est ça qui montre que oui, ils sont là en activité, ils sont là efficaces, voyez-vous. Et les parents, n'oublions pas que c'est vrai que c'est important et pour l'homme et pour la femme d'avoir des enfants. Mais c'est également important pour les grands-parents, parce que c'est justement ces petits-enfants-là, ces enfants que leurs enfants donneront, c'est ça qui va leur donner le statut de grands-parents. Et la société, tellement on a été déjà moulé dans le fait que
forcément, quand on rentre dans le mariage, quand on va à l'intimité, normalement, comme il se doit, il faut que les enfants sortent. Et donc, du coup, même le regard de l'environnement, de la société, c'est pesant. On vous critique, on dit que, bon, vous êtes là, surtout par rapport à la femme, c'est vraiment pesant pour la femme. Vous êtes là, vous consommez, vous n'apportez rien à la famille, sinon à la terre, à l'humanité. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas si je dépasse un peu, sinon, est-ce que pour ça, il faut forcément dire que je dois forcément prendre une autre femme? Non. Parfois, bien souvent, dans des cas, il y a même des arrangements au niveau du couple où c'est l'homme qui souffre, c'est-à-dire dont les spermatozoïdes, d'accord, ne sont pas assez vigoureux ou bien ne sont pas productifs, voyez-vous. Donc, du coup, puisqu'il ne peut pas dire tout cela à la face du monde, il le confesse à sa femme. Et c'est la femme maintenant qui porte justement cette charge-là. Voyez-vous? Et donc, du coup, la femme essaye de protéger son homme et elle reçoit les coups, mais au lieu de le dire, simplement d'assumer ça, on ne le fait pas. Voyez-vous? Et ce n'est pas non plus une passe pour pouvoir aller vers une autre femme. Moi, je dis non, parce qu'il y a ce que nous appelons la fécondité spirituelle. Et je ne veux pas verser... Il y a bien de moyens aujourd'hui d'avoir des enfants, bien sûr. Adoption partielle ou adoption plénière. Il y a tout ça qui sont prévus par le code des personnes et de la famille. Donc, ce n'est pas bien, tout simplement. Je dirais tout simplement que ce n'est pas bien, mais c'est une rude épreuve pour l'homme et la femme, surtout pour le porteur du handicap. Voilà. Exactement, oui. Monsieur le thérapeute, j'ai entendu par exemple une femme, dire ceci sur les réseaux sociaux. Elle dit en gros, messieurs, si vous avez une femme à la maison qui n'arrive pas à vous faire des enfants, il faut la quitter. Et ça vient d'une femme. Moi, ça m'a un peu choqué. Oui. Franchement. Je dirais, pour répondre déjà par rapport également à mes prédécesseurs, je dirais pour répondre à cette question, je pense qu'il faut repartir au début. Déjà sur l'aspect spirituel, le divorce n'est permis, déjà, c'est vrai, en Matthieu 19, verset 9, n'est permis qu'en cas d'adultère. Et donc, si on part de là, même également au niveau de l'islam, l'islam le permet seulement en dernier recours. Donc le divorce, je pense que ce n'est pas possible dans ce cas, parce que c'est une institution divine, le mariage. Et donc, avant qu'on ne vienne à l'étape du divorce, vraiment, il faut qu'on respecte les règles selon Dieu. Alors, lorsque nous venons sur la question que vous êtes en train de me poser tout à l'heure, aujourd'hui, la science a évolué. La science a évolué et comme elle venait de le dire tout à l'heure, nous avons les cas d'adoption, nous avons les cas de fécondité in vitro, il y a les cas de gestation pour autrui. Donc, il y a tous ces cas qui sont là pour pouvoir appuyer la femme. Je ne suis pas tout à fait d'accord selon ces femmes, lorsque on dit que la femme, lorsqu'elle ne procrée pas, elle ne procrée pas, il faut la quitter. Je dis non. Ça veut dire que le mariage, en fait, est basé sur l'enfant, mais le mariage n'est pas basé sur l'amour. Parce que la plupart des couples finissent toujours par mourir lorsque les enfants viennent. Et c'est là le hic, c'est-à-dire la difficulté que nous avons. Pourquoi? Parce qu'ils ont le regard focalisé sur les enfants. Alors que c'est le couple qui vit et qui supporte les enfants. Donc n'oublions pas la cellule, c'est-à-dire ce couple qui doit à chaque moment se soutenir, qui doit à chaque moment se nourrir et qui doit trouver la force pour pouvoir venir en aide aux enfants. Si le couple ne vit pas, les enfants ne peuvent pas vivre. Et si déjà dans la conception de la femme ou de l'homme, ils ont déjà dans leur tête que lorsqu'on n'a pas d'enfants, on doit divorcer, ça veut dire qu'ils sont ensemble, rien que pour les enfants. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Mais alors, comment on fait? Comment on fait pour surmonter, on va dire, cette épreuve quand même douloureuse que la vie parfois nous impose? Oui. Tout à l'heure, je le disais, pour surmonter ces épreuves, déjà la première chose, c'est qu'il faut avoir une communication ouverte dans le couple. Il faut vraiment communiquer. Et dans la communication, il doit y avoir un certain consensus.
que le couple doit avoir. Et la deuxième chose que je recommande, c'est surtout, il faut aller vers les spécialistes. Il faut aller vers les spécialistes, les personnes professionnelles telles les thérapeutes que nous sommes. Et c'est ensemble qu'on arrive à diagnostiquer les problèmes au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Et on essaie de trouver le juste milieu pour raccorder le couple. Parce qu'il y a déjà des fissures, il y a déjà des coups émotionnels que les uns et les autres ont eu de cette absence-là d'enfants. Donc, lorsqu'ils viennent, on les accompagne et progressivement, ils reprennent leur vie et ils trouvent que ce n'est plus une fatalité. Ne pas avoir d'enfants, ce n'est plus une fatalité. Mais, Monsieur Desnois, est-ce qu'on peut dire qu'un couple sans enfants est un couple fragile, vulnérable, un couple qui peut éclater à tout moment? Je dirais non. Ce n'est pas un couple qui peut éclater à tout moment parce qu'en réalité, c'est ça que je disais tout à l'heure, un couple sans enfant n'est pas un couple qui peut éclater parce que le mariage est une union déjà entre l'homme et la femme, basée sur l'amour, basée sur le respect et basée sur la solidarité. Lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vivent ensemble, lorsqu'ils sont heureux, je ne vois pas où se trouve la fragilité. D'accord. Voilà, c'est ce que je Monsieur Azonako, oui, le souci ici, c'est que généralement, il y a la belle famille qui est là. Oui. Il y a le beau-frère, il y a la belle-sœur qui, à coup d'invectives, parfois, n'hésite pas à vous montrer à quel point vous n'êtes pas celle qu'il faut, voilà, celle qu'il faut pour son frère. Il y a tellement de jugements que c'est vraiment difficile à vivre. Comment on aide ces femmes-là, finalement, ou même ces hommes-là, finalement, à vivre cette période difficile de leur vie? Et pour aider ces femmes, beaucoup plus, il y a la spiritualité. Il faut les envoyer vers les spiritualistes qui vont les travailler psychologiquement pour leur montrer qu'en réalité, et le fait de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas un crime. On peut vivre sans enfants et être heureux. Et que psychologiquement, ces belles-sœurs, ces beaux-frères qui portent ces coups à ces personnes, n'ont qu'à se dire que l'enfant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si ça n'arrive pas, on est... Professeur. Oui, c'est un don de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pourriez pas supporter. Hein. Ah, si non, mais... Arrive, non, mais... Non, mais professeur. Si vous me dites que, j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas supporter, c'est toujours le poids de la tradition qui fait qu'on n'arrive pas à supporter. Et il y a de l'amour, mais non? Déjà, vous vous aimez. Vous êtes dit oui parce que vous vous aimez. Il faut supporter. En amour, il faut supporter. Bon, en amour, il faut supporter, mais en amour, il ne faut pas toujours se laisser aller. Non, bah, écoutez, je ne voudrais pas vous arracher la parole, mais on a trop fait c'est-à-dire de ne pas être responsable vis-à-vis de cette décision, d'accord, et de tout mettre sur le dos de la tradition ou bien de l'autre qui est ici. Non. C'est un faux fuyant. Plus ou moins. Donc, mais je n'oserais pas quand même porter cette appréciation. Non, on est souvent direct sur ce plateau, donc voilà. D'accord. Non, ce n'est pas le poids de la tradition. C'est vrai qu'on a été éduqués, effectivement, de tout temps, on est venu voir ça et cela se répète. Mais il faut quand même qu'à partir d'un moment, nous prenions conscience, nous prenions la responsabilité de dire non, c'est mon épouse, c'est ma moitié, c'est mon autre moi qui est là avec moi. Si elle porte un défaut ou bien une faille, je porte également ce défaut, cette faille-là avec elle, je la couvre ou bien je le couvre parce que souvent quand on parle de stérilité, d'office, c'est la femme qu'on voit. Mais en général, il y a beaucoup d'hommes qui portent ça, c'est-à-dire qui portent ça. On a vu des hommes tellement hargneux dans les couples qui en voulaient, mais grave à leur femme. Finalement, on s'est rendu compte que la faute venait exactement. Et comment parfois ces femmes-là se rendent compte, celles qui n'ont pas pu faire ces examens prénuptiaux se rendent compte, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie, eu égard à tout ce qu'elles entendent et peut-être même le défaut d'attention, d'affection de l'homme, tout ça fait qu'à un moment, elle dévie.
Donc elles vont dévier, elles vont aller goûter, elles vont aller voir ce qui se passe au dehors. Et c'est là qu'elles attrapent une grossesse. Et maintenant, pour ne plus dire quoi que ce soit, puisque c'est à cause de grossesse, à cause d'enfants, qu'on cherche à en découdre avec moi, elles se taisent sur la chose et attribuent cet enfant-là à l'homme. Donc, je ne dis pas que je n'encourage pas la chose, hein, mais je suis en train de faire un état de ce qui se passe dans notre société. Ce qui n'est pas encouragé. Il faut que l'un et l'autre, mari et femme, s'aiment, s'apprécient, sachent que le premier, c'est-à-dire ce qui les a réunis initialement, c'est l'amour. Ils doivent se dire leur amour et les enfants viendront après. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Monsieur Denou, parfois on remarque que même hors mariage, quand vous êtes une femme d'un certain âge et que le temps passe et vous n'arrivez pas à enfanter, même parfois quand vous n'êtes pas sous le toit d'un homme, il n'y a que on vous critique. On a vu par exemple ici le cas de l'artiste Sessima, qui a été tellement harcelé sur les réseaux sociaux. On n'hésitait pas à lui dire, ben, écoute, toi tu nous fais un enfant quand? Toi, à quel moment tu vas te caser ou autre? On a parfois l'impression qu'il y a tellement de choses qui pèsent sur les épaules des femmes que parfois je me dis, est-ce que notre société n'est pas finalement dure, un peu plus dure vis-à-vis des femmes? Oui, je vous remercie. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la société. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons reçu de façon traditionnelle, de façon ancienne, qui est resté dans l'esprit des uns et des autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde voit la femme juste comme celle que Dieu a créée pour mettre des enfants au monde. Non, il faut qu'on aille au-delà de cette conception-là. Il faut qu'on commence à voir la femme, puisqu'on a dit que lorsque Dieu a créé les deux, il a créé l'homme et la femme, il a dit que nous sommes tous esprits. Dans cette mesure, on ne doit plus voir la femme moins même que l'homme. Moi, je dis non, on ne voit pas la femme moins que l'homme. Elle est le semblable de l'homme. Et dans cette mesure, faire un enfant, c'est vrai. Elle vient dans le couple pour faire un enfant. Mais ce n'est pas pour autant, lorsqu'elle ne fait pas d'enfant avec le mari ou lorsqu'elle ne fait pas déjà d'enfant, qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est venue sur la terre. Et donc, je pense que ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on comprenne qu'il y a bien d'autres raisons qui font qu'on est ensemble. Au-delà des enfants, on a tellement de choses à partager quand on est à deux, n'est-ce pas, monsieur le thérapeute? Oui. Oui. Un mot là-dessus? Au-delà de tout ce que nous sommes en train de... Au-delà de tout ce que nous avons dit, je dirais... il y a un sage qui disait « Dieu donne des enfants à ceux qui n'ont pas, et de la terre à ceux qui n'ont pas d'enfants. » Moi, je vais plutôt dire le divorce est la solution de ceux qui refusent des solutions. Alors, ce que je m'en vais dire, c'est quoi? Ce n'est pas une fatalité. Ne pas faire d'enfant n'est pas une fatalité. Voyons la chose autrement. Prenons la chose d'une autre manière, dans la mesure où la stérilité, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, ce n'est pas juste le fait de procréer. On peut ne pas procréer, mais on peut être productif dans bien beaucoup de domaines. D'accord. Et donc, c'est ça. Modeste Azonagon, c'est déjà la fin de ce débat. Ça va très vite. Qu'est-ce que vous direz aux téléspectateurs qui nous regardent? Au fait, plus de clémence oui? Au fait, le divorce ne doit pas être... Et la stérilité ne doit pas être cause de divorce. Le divorce, d'accord. Il faut se supporter mutuellement. Oui. Et trouver... un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Oui. Calmer les parents qui s'agitent autour de vous. C'est surtout les parents. Oui, calmer surtout les parents. Parfois, quand l'homme est compréhensif, là, on va dire, le fait que les parents lui disent des choses tout le temps, parfois, ça fait que lui aussi, il se dit, ben, écoute, je laisse tomber. Ariane, Haïté, qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui vivent cette situation-là? Qu'ils soient forts, d'accord, qu'ils soient forts et fortes, qu'ils soient constants dans leur engagement vis-à-vis de l'un et de l'autre, d'accord. Après tout, ils ne vont pas vivre par procuration, ils vont vivre pour eux-mêmes,
d'accord, et pour le plein épanouissement. Donc, du coup, il n'est pas question que l'on permette à l'homme d'aller faire enfant ailleurs, parce qu'on est dans un lien de mariage. Le mariage suppose... Il n'est pas question. Il n'est pas question. Le mariage suppose la fidélité. Est-ce qu'il demande même notre permission? Exactement. Il demande pas. Exactement. Vous apprenez juste qu'il a fait, le bonhomme a fait des enfants ailleurs. Et c'est passible d'assignation en justice. Oui. Si on veut aller au divorce, on va au divorce. Si on ne veut pas aller au divorce, on étudie les contours et on fait la médiation, tout ce qu'il faut pour tempérer la situation, mais surtout mettre fin de l'autre côté. Maintenant, si l'homme ne peut pas mettre fin de l'autre côté, et si vous, la femme, vous vous sentez en mesure de supporter, eh bien vous supportez, sinon, vous cassez. D'accord. Voilà. Monsieur le thérapeute, vous avez le dernier mot. Vous cassez. Oui, c'est comme ça. Donc, vous ne finissez pas à dire qu'on casse. Non, je ne dis pas qu'on casse. On va laisser. Ouais. Je m'en vais dire ceci à tous ceux qui nous écoutent. Ne prenons plus la stérilité comme une fatalité. Tant entendu que la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La science a évolué. Il y a beaucoup de moyens de contournement que nous avons aujourd'hui. Le divorce doit être vraiment une dernière solution de recours. Vraiment, et le divorce intervient quand il y a vraiment des erreurs de part et d'autre. Ça ne doit pas venir pour cause de stérilité, dans la mesure où c'est Dieu qui donne des enfants. Il faut se rappeler que ce n'est ni la faute de la femme, ni la faute de l'homme, mais c'est Dieu qui nous donne des enfants. Et dans cette mesure, nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes et continuer à vivre et à savoir que c'est l'amour qui triomphe de toute difficulté que nous avons. Merci à vous, cher Parfait Denou. Vous êtes thérapeute de couple, consultant également en marketing international. Merci d'avoir participé au débat du jour. Professeur Azonapo, merci également. Merci, madame. On se donne rendez-vous vendredi prochain, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ariane Haïté, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir renouvelé à chaque fois. Vendredi prochain. Actu, culture, à présent, chers amis téléspectateurs. La parenthèse culturelle, c'est dans un instant, mais allez, un peu de musique quand même. C'est un vendredi et c'est un avant-goût du week-end. Un peu de musique pour votre plus bonheur. Regardez. Actu culture à présent et on parle de Osaka 2025. C'est une information majeure que j'ai bien envie de partager avec vous ce matin. Oui. Et oui, pendant 6 mois, le Bénin sera au Japon et que va-t-il y faire? Il participe à l'exposition universelle Osaka 2025, un événement rassemblant plus de 160 pays et 28 millions de visites. 4 principales raisons motivent cette participation en plus du renforcement de ses relations diplomatiques avec le Japon. Il s'agit, chers téléspectateurs, d'une exposition à travers laquelle le Bénin va une fois encore dévoiler la richesse de son patrimoine historique et culturel en présentant ses sites emblématiques comme l'esplanade de l'Amazone, la route de l'esclave, les palais royaux d'Abomey et le parc national de la Pandjari. À travers son pavillon Bénin Horizon, le Bénin pourra y vendre sa destination touristique d'exception en montrant à quel point, avec la complicité bien entendu de la réalisation, vous pouvez voir les images, le Bénin pourra donc y vendre sa destination touristique d'exception en montrant à quel point il est devenu un hub d'innovation en Afrique avec ses City et autres. Son écosystème économique attractif fait désormais de lui un pays pro-business. Exemple, la GDIZ. Osaka 2025 est sans aucun doute une occasion unique de s'ouvrir au monde et de mettre en lumière les splendeurs du Bénin. Elle se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île de Yumeshina et c'est au Japon. À présent, Patrick Gassou, on va parler d'une industrie. Voilà. Oui, on va parler de l'industrie culturelle, enfin de l'entrepreneuriat culturel, industrie culturelle, et parler de tout ce qui peut intéresser
tous les Béninois et au-delà du Bénin, tous les Africains. Et donc, on va parler de Afrique créative, tu connais? Non? Oui, justement, c'est de ça que je parlais. D'accord. Allez, on reçoit nos invités. Venez avec nous, s'il vous plaît. Avec eux, on va parler donc des industries culturelles et créatives, l'entrepreneuriat culturel face aux défis du financement. Il faut dire que depuis le 17 mars 2025, la cohorte Afrique créative est à Cotonou pour une semaine de formation et de mentorat réunissant 15 lauréats au détour de ce programme piloté par un consortium porté par l'organisation belge Africalia. On parle ce matin des industries culturelles et créatives ICC qui désignent l'ensemble des secteurs d'activité qui combinent la création, la production et la commercialisation de contenus à forte valeur culturelle, artistique ou patrimoniale. Aujourd'hui, à la croisée de la culture, de l'économie et de l'innovation, les ICC pourraient devenir un pilier économique au Bénin. Mais comment mieux structurer le secteur au niveau africain? On en parle avec nos invités. Pamela Nzéa-Seko, bonjour. Bonjour. Responsable d'une start-up. Vous êtes surtout une figure bien connue du petit écran et du monde de la mode. Hommage à vous ce matin, Pamela, notre UEFA nationale, la dame de fer, la dame de caractère. Merci d'être avec nous ce matin. Un plaisir. Alors Sam Wijnant, j'espère que je prononce bien. Hein? Oui. Sam Wijnant, vous êtes coordonnateur du programme Afrique créative. Vous êtes à Cotonou, au Bénin, dans le cadre de ce programme-là destiné aux entrepreneurs africains. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, nous sommes réunis dans le cadre du projet Afrique créative à Cotonou pour l'organisation de notre bootcamp. Donc, pendant 5 jours, nous réunissons les protagonistes de notre programme, donc effectivement le consortium, les entrepreneurs, les 15 entrepreneurs venant de 10 pays africains dans toutes les régions, donc aussi anglophones que francophones, et les incubateurs. Donc les entrepreneurs se font appuyer localement par un incubateur et nous avons aussi saisi l'opportunité d'inviter les incubateurs pour enrichir les discussions et les échanges. Donc nous sommes là réunis pendant 5 jours. L'objectif, c'est vraiment de renforcer les entrepreneurs dans la gestion de l'entreprise. Nous avons parlé de l'ESG, l'environnement social et gouvernance, et de l'impact. Ensuite, nous avons eu 2 jours pour vraiment mener des sessions sur la préparation à la levée de fonds. Ensuite, hier, nous avons eu la chance de visiter le riche patrimoine du Bénin. Nous sommes allés à Ouida pendant toute la journée. Et puis, voilà, nous réunissons effectivement donc vraiment 15 entrepreneurs, 10 incubateurs, plusieurs secteurs, plusieurs régions, plusieurs langues. Donc c'est vraiment aussi, l'idée c'est d'avoir des discussions, des collaborations, des échanges, l'apprentissage mutuel pendant ces 5 jours à Cotonou. D'accord. Alors Pamela Nzéa-Seko, vous prenez part à ce programme? Effectivement. Pourquoi avoir décidé de postuler simplement? Alors déjà, il faut dire que je suis la fondatrice d'une marque de vêtements et accessoires qui promeut donc le Canva du Bénin. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir commercialiser des vêtements en prêt-à-porter avec le Canva, donc faire porter le Canva au quotidien. D'accord. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons créé un espace justement pour la valorisation de ce pain tissé-là. Et dans le cadre justement du développement de l'entreprise, nous avons participé au programme Afrique créative qui aujourd'hui, franchement, nous apporte énormément. Non seulement au niveau de la formation, mais aussi l'accompagnement financier, l'accompagnement technique. Et avec Afrique créative, il faut dire que nous avons eu énormément d'apports d'experts de notre domaine et également du domaine financier afin que justement ce projet-là que nous portons puisse aller de l'avant. Alors ça a démarré, je l'ai dit, depuis le 17 mars. Dans l'ensemble, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Comme Sam l'a dit, nous sommes 15 entrepreneurs qui viennent d'un peu partout du continent, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et j'en passe, du Cameroun et j'en passe. Et franchement, c'est de belles synergies qui se
concret. Nous sommes de différents secteurs, mais cela nous permet quand même de pouvoir voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, de pouvoir partager également nos défis au quotidien en tant qu'entrepreneur et également, pourquoi pas, des pistes de solutions pour répondre justement à ces défis-là. Très bien. Alors, Sam Wijnant, il faut dire que on parle d'industrie culturelle et créative hein, depuis plusieurs années, mais c'est toujours une thématique, on va dire, peu appréhendée parce qu'on estime bien trop souvent que la culture, c'est du divertissement. Alors, qu'est-ce qu'une industrie culturelle et créative? Alors, pour moi, c'est un secteur qui regroupe tous les producteurs, tous ceux qui produisent et qui diffusent des biens et services ayant une valeur artistique, culturelle ou créative. Mais ça peut être plusieurs secteurs. Si nous regardons au sein de notre cohorte, nous avons film, série, nous avons un studio podcast, nous avons jeux vidéo, animation, édition littérature, nous avons la mode. Donc c'est vraiment un grand secteur avec une réelle potentiel économique. D'accord. Et comment ce genre d'initiative peut contribuer au développement d'un pays comme le Bénin, par exemple? Alors, je crois qu'il y a deux aspects à cette réponse. Il y a un aspect vraiment que c'est un réel secteur économique avec un réel potentiel de croissance. Si nous regardons à l'échelle mondiale, les ICC représentent quand même 3% du PIB à l'échelle mondiale, qui est quand même quelque chose à considérer. Et nous voyons aussi dans les pays dans lesquels nous travaillons que les gouvernements, les États se rendent de plus en plus compte de cette potentiel et qu'ils commencent à s'intéresser vraiment aux ICC et qu'ils essayent d'investir dedans. Très bien. Deuxièmement, nous, au sein de notre ASBL Africalia, nous avons tendance à appeler les ICC les superpowers, les puissances, les pouvoirs, de super-pouvoirs. Parce que, à travers leur création, à travers les personnages, les paroles, les tissus, les couleurs, la création de manière générale, les entrepreneurs et les artistes ont vraiment la puissance de mettre en valeur le patrimoine, de mettre en valeur une tradition, une culture, une langue, de tisser des liens, de contribuer à la cohésion sociale de manière générale. Donc c'est vraiment important de soutenir les ICC. Et ces 15 entrepreneurs, vous les avez choisis comment? C'est un appel à candidature Effectivement, c'est un appel à candidature qui a été lancé en novembre 2023. Ensuite, nous avons sélectionné 30 entrepreneurs pour ce que nous appelons la phase de pré-incubation. Après, les 30 entrepreneurs ont dû pitcher devant un jury au mois de mai dernier. Et ensuite, de ces 30 entrepreneurs, nous en avons sélectionné 15 qui faisont partie de la phase d'incubation et qui ont droit au paquet complet de soutien que le programme offre. Alors, depuis c'est fini déjà, c'est terminé, puisque ça a commencé depuis le 17 mars. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui, malheureusement, ça finit. Malheureusement, voilà. Et quelle va être la suite? Pour nous, la phase d'incubation prend fin au mois de juin, donc fin juin. Donc les activités continuent jusqu'à là. Ensuite, nous avons un événement de clôture à Johannesburg au mois d'octobre, où nous allons réunir les 15 entrepreneurs pour une dernière fois, faire la clôture du programme et aussi présenter un livret de plaidoyer. Donc c'est un livret de plaidoyer que nous sommes en train d'élaborer avec une consultante indépendante pour justement montrer comment et pourquoi les ICC sont importantes, sont un réel secteur économique et pourquoi il faudrait investir davantage dans les ICC. Très bien. Et vous, Pamela Nzeaseko, j'imagine qu'au bout de ces quelques jours de formation, vous sortez, on va dire, un peu métamorphosé. Est-ce que vous êtes la même aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un petit plus? Qu'est-ce que vous avez gagné
Alors, déjà, il faut dire que l'aventure Afrique Créative, comme l'a dit Sam, a commencé depuis plusieurs mois déjà. Donc, on a eu énormément de sessions en ligne, des sessions de formation qui nous ont permis d'avoir de nouvelles compétences pour mieux diriger nos différentes structures. Et ce bootcamp qui se déroule à Cotonou depuis lundi dernier nous a permis, en tout cas moi, m'a permis d'avoir vraiment une meilleure appréhension du business de la mode. Une meilleure appréhension également des différentes étapes pour lever des fonds, pour convaincre de potentiels investisseurs, pour justement structurer également l'aspect financier de l'entreprise afin justement de pouvoir passer à l'échelle. D'accord. Et je précise que c'est Funke. Bien sûr. Voilà, toujours, hein, Funke. C'est bon, bravo en tout cas, vous, bravo pour ce que vous réussissez à faire. Alors Sam Wijnant, un dernier mot avant qu'on ne se quitte. J'invite les spectateurs à vraiment aller regarder sur les médias sociaux, suivre Pamela et jeter un œil sur ce qu'elle produit parce que c'est magnifique. Bah, on la suit, c'est qu'on la suit. On la suit. Elle fait d'ailleurs la fierté du Bénin. Franchement, aussi, enfin, je dirais pas, jeune, mais plein de talent. Plein de talent. Et c'est pas évident, surtout dans cet univers où il y a plus d'hommes évidemment, que de femmes. Il y a énormément d'hommes. Et chaque jour est un défi. Mais je sais que Pamela, elle est forte. C'est le rôle qu'elle incarne dans l'apparence, ce n'est pas qu'un rôle en réalité. Et son parcours est un véritable témoignage. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et à très vite. Et mon dernier mot, c'est aussi de remercier les gens de Cotonou et les gens du Bénin pour le chaleureux accueil que vous nous avez offert. On est un peu chaleureux. C'est de notoriété publique. Tout le monde le sait. Merci d'être passé. Allez, un peu de musique pour boucler la boucle, comme j'aime bien le dire sur ce plateau. Patrick Yossou, nous avons deux artistes, Aimé Isaac, un autre plus jeune, Yahweh Eton, qui vient de marquer un tournant décisif dans sa carrière avec la sortie de son premier album solo. On le reçoit dans un instant. Merci Pamela, merci Sam. On reçoit à présent Yahweh Eton qui va nous retrouver, mais avant, écoutez ceci, il est de lui, VV. Voilà, Loco, c'est le nouvel album de l'artiste Yahweh Eton. C'est un album, avec plusieurs titres. Bonjour, Yahweh Eton. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour, allez, finaliste Prix Découverte 2025. On vous a soutenu comme on pouvait. Tout le peuple béninois était franchement en communion d'esprit pour que vous soyez, on va dire le gagnant, mais ça n'a pas été. Non, j'ai été gagnant, même si j'ai pas eu le premier prix. Et moi, je suis fier de ce parcours et je suis fier du peuple béninois. C'est juste que ça n'a pas été suffisant pour qu'on ramène le prix à la maison, mais on a fait tout ce qu'on pouvait et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont voté, tous ceux qui ont les médias, le ministère, la DAC et tout ça a été une bataille de commun et tout. Donc nous on continue l'aventure et tout, on avance. Alors Loco, c'est combien de titres? C'est 10 titres, oui. Et on vient d'écouter non pas VV, on vient d'écouter Away, c'est extrait de cet album-là. Exactement. Alors, en dehors de Away, il y a d'autres titres, parlez-nous-en. Il y a Todé, il y a Loco, il y a Gbeme, il y a VV. D'accord. Il y a Aklasu, il y a Kini Dogbe, il y a Gbeto, Nudodo, Wansugogo et Away. D'accord, très bien. Et donc, quels sont les thèmes que vous abordez souvent? Dans l'ensemble, l'album est composé autour du thème de résilience. Oui. Résilience, l'affirmation de soi. D'accord. Être fier de ce qu'on est et ne permet aux gens de remettre en cause déjà ce que tu es ou ce que tu penses devenir en termes de projet, en termes d'objectifs de vie. Et moi j'ai toujours voulu être artiste et tout, et il y a eu des difficultés sur mon chemin, mais j'ai pas baissé les bras.
Donc, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché, justement, au prix des couvertures, on n'a rien lâché. Exactement. Au-delà de ça, il y a des thèmes comme Béton qui définit, dans lequel j'essaie de définir un peu l'homme, l'humain. L'homme qui est l'ange, le démon, l'homme qui est l'éternel insatisfait. On ne peut pas être bon pour tout le monde. Ça. Donc, il faut choisir d'être bon pour soi et bon pour Dieu ou bon pour la nature. D'accord. Donc, il y a plein de... Il y a Loco. Il y a Loco. Il y a Loco, même qu'on va découvrir. On va permettre aux téléspectateurs de découvrir le titre Loco de Yewéitan. Loco soit tête, toi non tout ya check, ben ouais. Ben d'autres dates dire au voix de ou bonne ouais. Ya ouais nous deux bousi flou boudou ouais. Fi bizarre ouais que c'est des deux ans mais ouais des ben non ouais. Ya ouais qu'un clan wa ina wa jija donc ben nous lève où bon slow va flow vivi grand vivi donc ben mi c'est bon vie pour nous qui quoi wa jija vont bla même bi donc ben nous donc ben ya ben divo si ça flamme même bi sing ben comment ça vaut et ma il faut roto do ganu nous vivi donc ben mi si te bodou eche akogbe manyo nous me vononde Flo vivi dimble tu akuti nous vidéo belle nous tout dans malolo aidé et te malé malolo expédié nous en dormi demi Loco, extrait du nouvel album. Loco, ça parle de quoi? Loco, ça parle surtout de la résilience. Bon, Loco, c'est l'Iroko, enfant. L'Iroko, d'accord. Et comme on le sait, dans notre contrée, ici, c'est l'arbre fétiche, c'est l'arbre, c'est le siège des sorciers, comme c'était le titre. Mais en fait, c'est un arbre qui symbolise la force, le courage, la détermination, mais surtout la résilience. Très bien. Et c'est le message souvent, j'aborde plusieurs thèmes dans un même morceau, c'est le message principal. Mais aussi, je demande à tout le monde, lève-toi et bats-toi. Voilà, en résumé, parce que nous marions nous mais aux Andy. Ah, moi, je dis, Adam, l'on, ti madame marché, c'est pas. C'est clair. Ne me corrige surtout pas. Je n'ai rien dit. Et ce n'est pas Aimé Isaac qui me dira le contraire. Aimé Isaac que nous allons recevoir sur ce plateau. Venez avec nous. Aimé Isaac, un ancien, à côté d'un jeune. Oui. Hein, Aimé Isaac qui a choisi maintenant le gospel. Il a choisi. C'est vrai qu'il fut un temps où il a balancé un peu entre la musique urbaine et puis finalement il a choisi définitivement le gospel. Fofo, permettez-moi de l'appeler Fofo, parce qu'il mérite tout notre respect sur ce plateau. Bonjour Fofo. Il n'y a pas de Fofo ici. Juste Aimé Isaac. Aimé Isaac, alors ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de Yewéitan? Yewéitan, je ne le connaissais pas. D'accord. Alors pas du tout. Je viens de vous le découvrez à peine, je viens de découvrir quand même un talent. Oui. Je trouve que tu as de l'avenir, je trouve que tu fais quelque chose de très, très bien. Oui. Tu peux mieux faire et ça peut aller très loin. D'accord. Alors, cher Aimé Isaac, c'est oui. Oui. C'est le tout dernier, pas encore clippé, mais il le sera très, très, très bientôt. On peut déjà, oui. C'est un peu un surnom, oui. Un slogan, voilà. On peut déjà l'entendre, hein. C'est en audio, on peut déjà l'entendre avec la complicité de la réalisation, oui. Ce qui est en audio qu'on va entendre, c'est pas c'est Majesté. Ah, Majesté, d'accord. Voilà. Oui. Et donc, Majesté, c'est le tout dernier. Oui. C'est le tout dernier. C'est le tout dernier que j'ai lancé sur YouTube. Il y a environ un mois. Un mois, d'accord. Voilà. Très bien. Et le clip, c'est pour quand? Très bientôt. Je suis en vacances, donc je dois faire la vidéo avant de repartir. D'accord. Il faut dire que vous ne vivez plus ici, vous venez... voilà, je fais le tour. Je vis beaucoup plus en France depuis un moment. D'accord. Voilà. Mais avant Majesté, il y a eu Jelly. Cette chanson qui a marché fort. Allez, on va regarder Jelly de Aimé Isaac. Cette chanson Jelly. Voilà. Pourquoi tu le répètes comme ça? Il y a une histoire derrière Jelly. Obligatoirement. Jelly. Aimé Isaac, quelle est l'histoire derrière cette chanson? Jelly pour moi, c'est un peu pour dire adieu, malgré tout, malgré
toutes les situations dans lesquelles je suis passé, tu es resté Dieu. Et la fin, j'espère, je crois, j'ai la foi que la fin sera meilleure. Parce que ceux qui ont marché avec toi avant moi, j'ai cité l'exemple de certains anciens qui ont marché avec Dieu. Et dit, ceux qui ont marché avec toi avant moi, alors, même quand ils ont eu à traverser des difficultés, leur fin a été glorieuse. Pourquoi pas toi? Moi également, ma fin sera glorieuse. Je sais qu'elle est déjà glorieuse. Très bien. Et ce qu'on aime surtout chez Aimé Isaac, c'est sa voix à l'état pur. Aimé Isaac, j'ai envie de vous entendre chanter. Ah, voilà. D'accord. Cette voix si puissante. Merci. Je vais chanter quoi? En a cappella. Ogan kolero ayo kolero betole bihui na tonjali khole jime nude wato mina iwiwa mi tonle kon au gbedoto jale wa klan liho o clou non longtemps elo jetewa jale jetewa mi wewe jetewa wa bi o shense mi ton jetewa jale jetewa mi maro merebo. Yaweyiton, tu prends, c'est ça? On dirait qu'il veut improviser quelque chose, mais vas-y. Pour soutenir en beatbox. Oui. Vas-y, on y va. Avec la complicité de la réalisation, le grand Émile Royenayon. Patrick, tu t'es laissé emporter, hein, pardon, ne t'oublie pas. Je sais, Patrick, que tu es un musicien dans l'âme. Mais allez, Yaweyiton, l'album, on le trouve où? L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube et tout. Mais voilà, ceux qui veulent l'avoir en physique comme ça, vous pouvez m'appeler, Yaweyiton, vous l'aurez. Voilà. D'accord. Laissez votre numéro de téléphone. Le 67 66 52 70. 67 66 52 70 pour l'avoir. Et voilà, c'est mon premier bébé et j'aimerais bien que tout le monde l'écoute. Oui, et ça va se faire. Voilà, c'est un bébé, franchement, les titres sont exceptionnels. Moi, j'aime bien Veille, c'est ma préférée. C'est ma chanson préférée. Si on peut écouter un bout de Veille, ce serait bien, avec à la réalisation Émile Royenayon. Veille, Yaweyiton. Bon, est-ce qu'on peut l'avoir en a cappella? Ouais. Tu commences Olivier, Veille. Toi, ma vie, Veille. Dans la probo, Bayer, Flogan, pour campagne, pour qu'on Veille. So ma glado to Veille. En déi, donc on dédé. Mamla dende wa gonchi odo jeve green to von free jeje me Veille. Kini we do gbe bofi binto. L'envie le biwe begbe bofi binito. Mido to rap to bojo hodo Yaweyiton. We se kwesi sume bofi binto. Rap ho ejete bondo makule kon mano komenu de aido te mano bakule kon flow che mano dunu konu mede mano bono kumenu mede nuko langa wera si che gon. Amamba da kon la da. Amamba da kon la da. Amamba da kon la da.